Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes donc le lundi 25 avril 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Platon. Je suis au chapitre 7, la solution psychologique. Donc pour avoir la logique de ces élucubrations, il faut revenir aux vidéos précédentes. Par exemple, celle-ci suit la partie qui était consacrée aux problèmes psychologiques. Voilà. Donc, je commence ma lecture et je digresse. La solution psychologique. Alors, que faut-il faire pour avoir une cité à peu près parfaite, politiquement et socialement? Il nous faut commencer par reléguer à la campagne tous les citoyens âgés de plus de 10 ans et par soustraire les enfants à l'influence des mœurs actuelles qui sont les mœurs des parents, écrit Platon. Nous en saurions fonder la République idéale avec des jeunes gens corrompus à tout instant par l'exemple de leurs aînés. Il faut œuvrer sur une toile pure et nette, fermez les guillemets. Il se peut qu'un prince éclairé nous autorise à tenter l'expérience dans quelque partie de son royaume ou dans une de ses colonies. Ce souhait s'est réalisé comme nous le verrons. En tout cas, nous devons au début donner à tous les enfants la même éducation. Personne ne peut dire où éclatera le talent ou le génie. Cette supériorité, nous la devons chercher impartialement et sans distinction de rang ou de race. Voilà, alors, notre premier problème sera donc celui de l'éducation commune. Et donc voilà, il y a déjà chez Platon cette idée de démocratie, d'une certaine façon, d'ascenseur social, du fait que l'éducation doit être offerte à tous. Alors évidemment, à l'époque, c'était pas tous, c'était voilà pour certains citoyens, mais l'idée était là. Et lorsque, alors, lorsqu'il dit il faut soustraire les enfants à l'influence des mœurs actuelles qui sont les mœurs des parents. Bon, on ne connaissait pas les mœurs, on ne les connaît pas bien, les mœurs exactes des citoyens grecs, athéniens de l'époque, il y a 2500 ans. Et donc, on ne sait pas pourquoi Platon réellement voulait soustraire les enfants à l'éducation familiale. En tout cas, ça donne quand même le sentiment que Platon, bon, c'est des, des propositions, des idées qu'il soumet à la population. Euh, un petit peu comme ça s'est toujours trouvé chez les philosophes. Et on peut penser que c'est un peu dictatorial quand même, que c'est un peu autoritaire, que c'est un peu, voilà, comme dans les dictatures ont tenté de faire des éducations particulières ou euh, d'agir sur la population. C'était le cas par exemple en Chine sous Mao. Voilà, il vient à l'idée d'une personne qu'il faut détruire les oiseaux ou je sais pas, ou maltraiter les élites, et ça se met en place et voilà, et on se rend compte après la catastrophe que ça fait. Et on
on peut, et c'est surtout le lot des dictatures, parce que dans les démocraties libérales, il y a des garde-fous, il y a quand même beaucoup plus de monde qui analyse, qui étudie, qui peuvent contester une, des extravagances comme celle-là, parce qu'elles existent même dans les démocraties. Par exemple, il y a un livre de Vance Packard, un livre sur les inventions, l'homme remodelé, je crois qu'il s'appelle ce livre. Et on voit toutes les idées farfelues pour certaines et cruelles même pour d'autres qui ont été imaginées aux États-Unis euh, sous la démocratie. Donc heureusement qu'elles n'ont pas été mises en place à ce moment-là. Et on voit que euh, la, malgré la surveillance, il passe des inventions un peu particulières, comme on le voit les, les, les expériences qui ont été faites en Occident sur les gènes, la manipulation génétique, avant qu'elle soit encadrée, etc. Mais c'est l'intérêt des démocraties de pouvoir encadrer, de pouvoir, etc. Et on voit à quel point, par exemple, dans ce qui est la guerre qui est déclarée en ce moment, entre la Russie et Russie et Ukraine, et toutes les sanctions qui ont été posées contre la Russie, tout le travail qui a été fait pour neutraliser ce pays, on se rend compte que ce pays qui commençait un petit peu à s'ouvrir, c'était laborieux après presque un siècle de communisme. Il il commençait à s'ouvrir, etc. Et l'Occident ne l'a pas aidé assez suffisamment à s'ouvrir. Il y a une part de responsabilité des gouvernements russes qui ont refusé aussi une partie qui ont peut-être pas complètement joué le jeu de l'ouverture entièrement, mais toujours est-il qu'ils commençaient à s'ouvrir. Les jeunes accédaient à la liberté, etc. Il y avait de plus en plus de liberté. Et on voit à quel point cette tentative d'encerclement par l'Occident, par l'OTAN, a repoussé le monde russe vers ce qu'il a connu, c'est-à-dire vers une sorte de dictature, avec des valeurs voilà, qui sont extrêmement autoritaires, qui briment la liberté et qui sont en train de se mettre en place actuellement. Et ça, c'est quand même un peu catastrophique. C'est vraiment catastrophique parce que l'Occident a sa part de responsabilité. Il a 50% de part de responsabilité. Et on devrait regarder cette part de responsabilité au lieu de nous intéresser uniquement à la part russe qui existe bien entendu, mais que qu'on doit laisser à leur bon soin de faire évoluer. Donc je continue. Jusqu'à l'âge de 10 ans, l'éducation sera surtout physique. Chaque école devra comporter un gymnase et une cour de récréation. Pas autre chose au programme que le jeu et le sport. Jusqu'à 10 ans. Bon, pourquoi pas. Dans cette première décade, l'enfant fera une telle provision de santé que toute médecine sera désormais inutile. C'est très intelligent d'une certaine façon. On pourrait mélanger, mixer, mais cette idée est pas bête. Et peut-être que l'Occident devrait
y réfléchir, pas obligé de faire que du sport, mais euh, faire beaucoup plus de sport, de gym, de plein air, de découverte, etc. Euh, et de travailler le physique et peut-être la position du physique dans la vie, c'est-à-dire de notre corps, comment on le libère vis-à-vis de, à travers le théâtre ou des, voilà, des choses comme ça, quand, pour les enfants. Et ça, je trouve que c'est pas assez euh, développé, la réflexion sur l'éducation. On veut à tout prix en faire des têtes pensantes, sortir des cadors, mais c'est un peu, c'est un peu dommage, à mon avis, de pas réfléchir à ces pensées, par exemple, que proposait Platon. Recourir à l'art du médecin, à cause de la vie molle et du régime que nous avons décrit, parce qu'on est plein de flux et de vent comme des étangs, et obligé, les asclépiades raffinés à inventer pour ces maladies les mots de flatuosité et de cathare, cela ne semble-t-il pas honteux? Ben, c'est exactement ce qu'on peut dire aujourd'hui. Fabriquer des gosses qui, parce qu'ils ne font pas assez de sport, sombrent dans l'obésité, les nourrir très mal, etc. Est-ce que c'est pas honteux? Est-ce que c'est pas une, une horreur pour l'humanité en définitive? Comment se fait-il qu'on ne réfléchit pas à ça et qu'on laisse le marché se gaver en fabriquant des dépendants au sucre, à la bouffe, etc. etc. Et les médias fascinés des enfants qui n'ont même plus le temps d'aller jouer, etc. Et les jeux, etc., etc. Alors, pourquoi ne pas donner une éducation aux parents pour qu'ils évitent ce genre d'erreur? Être parent, ça doit peut-être s'apprendre d'une manière ou d'une autre. On a des dizaines et des dizaines de possibilités à travers les médias, à travers l'éducation, l'école, etc. On peut vraiment arriver à aider les parents et on ferait des économies énormes et puis surtout on permettrait à des enfants d'avoir des vies heureuses, bien plus heureuses que de se retrouver dans des obésités morbides à l'âge de 10 ou 12 ans. Enfin, c'est tragique, quoi. On est dans la tragédie. Notre médecine actuelle peut être appelée une nosotrophie. On peut dire qu'elle prolonge indéfiniment les maladies plutôt qu'elle ne les soigne. On dirait qu'il a écrit pour maintenant, Platon. Bon, là, c'est la réflexion de Will Durant sur Platon, mais c'est incroyable, quoi. Mais ce régime absurde est celui des riches oisifs. Ouvrez les guillemets. Un charpentier malade pense qu'en buvant la potion que lui a donnée le médecin, il vomira son mal, ou qu'après la purgation et l'application du fer et du feu, il sera délivré. Mais si un médecin lui prescrit un long régime en lui entourant la tête de bonnets de feutre et en lui imposant tout ce qui s'ensuit, il aura vite fait de dire qu'il n'a pas le temps d'être malade. Et reprenant son régime habituel, il recouvre la santé et vit en faisant son travail. Et si son corps ne peut supporter le mal, il meurt délivré de ses peines. Fermez les guillemets. Nous n'avons pas les moyens d'avoir une nation de malingres et d'invalides. Utopie doit commencer dans le corps de l'homme. Alors, même si on en a les moyens, même si le marché en a les moyens, même si le néolibéralisme en a les moyens,
c'est un crime contre les êtres humains qui aspirent à vivre heureux dans cette humanité le temps court qu'ils ont à y vivre. Donc on doit favoriser le bonheur, le bien-être de chaque être humain qui arrive. Et donc contester, condamner, se battre contre ceux qui l'entravent, ce bonheur. Mais à eux seuls, l'athlétisme et la gymnastique ne pourraient faire de l'homme qu'une brute. Deux points, ouvrez les guillemets. Comment trouver un caractère où s'allient la douceur et l'énergie? Car une nature douce est le contraire, semble-t-il, d'un tempérament énergique. Nous ne voulons pas d'une nation de pugilistes et d'athlètes. Peut-être la musique résoudra-t-elle notre problème. Par la musique, l'âme apprend l'harmonie et le rythme et contracte même une disposition à la justice. Car celui qui a laissé le nombre et l'harmonie s'insinuer dans son âme, peut-il être injuste? Ouvrez les guillemets. N'est-ce pas pour cela, Glaucon, que l'éducation musicale a le plus aisément, jusque dans l'intime de l'âme, a tant d'efficacité, parce que l'harmonie et le rythme s'insinuent le plus aisément jusque dans l'intime de l'âme et dans l'attouchement le plus fort, lui communiquent la grâce de leur forme. Protagoras 326 AB. La musique moule le caractère et par conséquent, elle a une influence sociale et politique. Ouvrez les guillemets. Damon m'a dit, et je le crois volontiers, que lorsque changent les modes musicaux, les lois fondamentales de l'État changent avec eux. Que lorsque les modes musicaux, eh bien ça c'est pas mal, parce qu'on pourrait le dire ça. Voilà, quand les modes changent, quand on est passé du jazz au rock, du rock au punk, c'est très, ça va avec les, les systèmes politiques, avec les lois fondamentales de l'État, en somme. Il y a quelque chose qui évolue en parallèle, en même temps. Donc il y a une créativité assez puissante, on va dire, hein, quand même, euh, à cette époque de ces grands philosophes. Ils avaient l'esprit aussi bien formé que le nôtre. La musique est précieuse non seulement parce qu'elle affine les sentiments et le caractère, mais aussi parce qu'elle conserve et restaure la santé. Il est des maladies qu'on ne peut guérir qu'en agissant sur l'âme. Ainsi, les corybantes traitaient les femmes hystériques par le son des pipeaux qui les excitaient à danser jusqu'à ce qu'elles tombent épuisées et s'endorment. Au réveil, elles étaient guéries. La musique atteint jusqu'à l'inconscient, et c'est dans ce tréfonds du sentiment et de la pensée que le génie plonge ses racines. Ce n'est pas dans la pleine conscience de soi que l'homme parvient à une intuition vraie ou inspirée, mais plutôt dans la puissance de l'intellect et enchaîné dans le sommeil ou par la maladie ou la folie. Fermez les guillemets. Le génie prophétique, Mantiquée, ressemble à la folie, Manichée. C'est dans Phèdre. Platon en vient à une description remarquable où il anticipe les données de la psychanalyse, écrit Will Durand. Notre psychologie politique est obscure, dit-il, parce que nous n'avons pas suffisamment étudié la nature et les différentes espèces d'appétit ou d'instinct chez l'homme. Les rêves peuvent nous aider à découvrir quelques-unes de ces réalités psychologiques plus subtiles et plus rebelles à la conscience. C'est quand même incroyable. La puissance créatrice de ce Platon. L'intelligence et la capacité de création. Et
je veux pas me vanter, mais je me sens très proche de cette capacité. La différence, c'est que il avait des maîtres, il a eu une éducation, voilà, il a eu un enseignement. Moi, je suis totalement autodidacte et donc, et en plus un vieil autodidacte. J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie il n'y a pas très longtemps. Donc, mais voilà, ça n'empêche pas que mon, mon aptitude à créer des idées, des concepts à analyser, je la trouve assez similaire à celle de Platon et de ces grands philosophes que je vénère. Parmi les appétits et les plaisirs superflus, il en est qui m'apparaissent contraires aux lois. C'est Platon qui l'écrit. Ces désirs et ces voluptés risquent de naître en tout homme, mais chez certains ils sont contenus par les lois et par les désirs supérieurs, conformément à la raison, de sorte qu'ils sont éliminés tout à fait, ou diminués et affaiblis, tandis que chez d'autres ils se multiplient et se renforcent. Voilà. Je veux parler de ces désirs qui s'éveillent pendant le sommeil, lorsqu'est endormie l'autre partie de l'âme douée du raisonnement, apprivoisée et maîtresse de l'appétit, et que cette faculté du désir féroce et sauvage, repu d'aliments et de boissons, bondit et, repoussant le sommeil, cherche à aller satisfaire ses mœurs dépravées. Tu sais qu'alors, son audace est sans borne. C'est la pulsion, voilà, hein, la pulsion que certains n'arrivent pas à dominer et qui vont justement les pousser à, à, des, à des choses même illicites. qu'alors, Car elle est affranchie et détachée de toute pudeur et de tout bon sens. Elle ne s'effraie pas de relations intimes avec une mère ou avec n'importe quel être, Dieu, homme ou bête, ni de n'importe quel meurtre. Ah ben voilà, parce que je le découvre en même temps que je, que je lis hein, euh, ce livre. Et en plus, Platon, je découvre, je ne savais pas qu'il avait écrit ça. Et c'est époustouflant, quoi. C'est vraiment incroyable. Évidemment, c'est exactement ça. Mais lorsqu'un homme est par lui-même sain et tempérant, et qu'il se livre au sommeil après avoir réveillé en lui la raison et l'avoir régalé de beaux raisonnements et de belles études, sans avoir ni trop peu accordé à la faculté du désir, tu sais qu'alors et surtout, il entre en contact avec la vérité et que les visions qui lui apparaissent en songe ne sont pas le moins du monde contraires aux lois. En chacun de nous, même chez certains qui semblent tout à fait équilibrés, il y a une espèce de désir cruel, sauvage, déréglé, qui se manifeste surtout dans le sommeil. Alors, c'est le rêve, très certainement. Bon, bref. La musique et le rythme confèrent au corps et à l'âme grâce et santé. Cependant, trop de musique n'est pas moins dangereuse. Alors, ce qui est curieux, c'est que, parce que j'avais toujours entendu parler qu'il s'opposait à la musique, Platon. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il s'oppose à du trop, au too much des choses, peut-être. N'être qu'un athlète, c'est presque être un sauvage. Et à ne pratiquer que la musique, on s'amollit plus qu'il ne convient. Il faut combiner les deux. Et à l'âge de 16 ans, on devra abandonner la musique tout en continuant à chanter dans les chœurs comme à prendre part au jeu public sa vie durant. La musique doit d'ailleurs servir à rendre attrayantes les matières parfois arides de l'enseignement. Rien ne s'oppose à ce qu'on les mette en vers ou qu'on les embellisse par le chant.
Même alors, les études ne doivent pas être imposées de force à un esprit récalcitrant. C'est incroyable. Et euh, il a des idées de pédagogie qui sont drôlement progressistes. Et je pense qu'à l'époque, beaucoup devaient penser comme ça, parler comme ça. Parce qu'en fait, il était pas, il se démarquait pas d'une Platon ni Socrate de manière excessive des autres penseurs, des autres philosophes, des autres euh, des autres Athéniens, d'une certaine façon. Donc, l'intelligence athénienne devait être à un sacré haut niveau pour ne pas déifier des hommes comme Platon, Socrate, Aristote, etc. Les sophistes et tous les ceux qui écrivaient du théâtre, etc. Il y a quand même quelque chose d'assez euh, assez impressionnant dans, dans la dans l'évolution des Grecs. Alors, Platon écrit: ce qui concerne l'instruction préliminaire doit être proposée dans l'enfance et sans qu'on ait recours à cette forme d'enseignement qui semble imposer l'étude comme contrainte, car l'homme libre ne doit rien apprendre avec servitude. C'est incroyable. Rien de ce que l'on apprend de force ne demeure dans l'esprit. Et comment se fait-il que, alors voilà, qu'on continue à éduquer comme ça c'est une chose parfois, et comment se fait-il que les hommes politiques, vis-à-vis du peuple, ces faux démocrates qui sont à la tête du pouvoir depuis très longtemps, en Occident, depuis quelques décennies déjà, et surtout depuis ce néolibéralisme, comment se fait-il qu'ils ont dans l'esprit qu'il faut éduquer le peuple par la contrainte, qu'il faut euh, gérer les choses par la force. Voilà, en ce moment, par exemple, on a les médias nous saturent de sentiments d'insécurité. Voilà, même dans le village où je suis, euh, je- il y a absolument rien, zéro danger quasiment. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement rare les problèmes qui peuvent se passer dans un village comme ça. Pourtant, ce village vote à 50% et un peu plus pour les propositions sécuritaires, ultra sécuritaires, qui veulent maîtriser les choses par l'autorité, par la violence. Et pourquoi? Alors ça veut dire que les médias insinuent cela dans l'esprit humain. C'est pas l'homme qui y pense tout seul, c'est juste les médias qui, en relatant les faits divers, voilà, les problèmes, au lieu de les analyser, de les étudier, de les relativiser, de montrer les circonstances atténuantes, etc., stimule les visions les plus binaires. C'est comme ça, lui c'est le mal, ça c'est le bien, ça c'est etc. Il faut le condamner, il faut le punir sévèrement, etc. Alors pourquoi les chefs d'État aussi prennent cette façon? Pourquoi les États-Unis, par exemple, dans le cas de leur conflit avec les Russes, pourquoi n'ont-ils pas pris la méthode douce d'éducation, plus que voilà pour amener le peuple russe à plus de liberté, plus de démocratie, voilà plus
de, de, de tout ce qui fait le monde libéral, le monde démocratique. Pourquoi avoir voulu le rentrer au forceps? Pourquoi l'avoir fait avec les pays euh, que nous, vers lesquels nous avons été faire la guerre, soi-disant pour les démocraties? Pourquoi ne pas choisir la méthode douce, euh, l'éducation paisible et respectueuse, puisqu'on sait depuis Platon qu'on n'apprend rien par la violence. Voilà qu'au contraire, ça braque et voilà, ça enlève des capacités de réflexion à ceux qui en sont victimes. Donc, pour quelle raison on n'a pas évolué là-dessus? Voilà, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Avec des esprits qui se développent si librement et des corps fortifiés par l'exercice et la vie au grand air, notre état idéal doit avoir une base psychologique et physiologique qui lui permette d'atteindre tout son développement. Mais il lui faut aussi une base morale. Les membres de la communauté doivent réaliser entre eux la plus parfaite unité qu'ils doivent, qu'ils se doivent euh, la plus parfaite unité. Ils doivent apprendre qu'ils sont tous solidaires, qu'ils se doivent certaines aménités et certains services. Or, puisque les hommes sont par nature avides et jaloux, combatifs et sensuels, comment les persuaderons-nous de se réprimer? Par une police partout présente? Point d'interrogation. C'est une méthode brutale, coûteuse et irritante. Il y a un meilleur moyen, c'est d'assurer aux exigences morales de la communauté la sanction d'une autorité surnaturelle. Il nous faut une religion. Platon croit qu'une nation ne saurait être forte si elle ne croit pas en Dieu. Une simple force cosmique, cause première ou élan vital, qui ne serait pas une personne, ne pourrait inspirer l'espérance, la dévotion ou le sacrifice. Elle ne saurait offrir un réconfort au cœur en détresse, ni redonner courage aux âmes désemparées. Seul un Dieu vivant peut le faire, comme il peut par la crainte amener l'égoïste à modérer ses convoitises et à régler ses passions. Et cela d'autant mieux qu'à la croyance en Dieu s'ajoutera la croyance en l'immortalité personnelle. L'espoir d'une autre vie nous permet d'affronter la mort avec courage et de supporter la perte de nos bien-aimés. Nous sommes 2 fois plus forts si nous luttons avec foi, en admettant qu'aucune croyance ne puisse être démontrée, que Dieu ne soit après tout que l'idéal personnifié de notre amour et de notre espérance, et que l'âme, comme l'harmonie de la lyre, meurt avec l'instrument qui l'a formé. Il est néanmoins certain, nous trouvons déjà le pari de Pascal dans le Phédon, que cela ne nous fera aucun mal de croire, mais peut nous faire à nous et à nos enfants infiniment de bien. Et ben voilà, évidemment, tout est dit et évidemment, on voit ce que, ce que vit un monde qui s'est vraiment éloigné du divin. Le monde occidental, malheureusement, une grande partie de ses problèmes psychologiques, de sa tombée dans le narcissisme, de ses voilà de son agressivité, de cet état un peu de perdition dans lequel il est pour une grande part lié à cette défaillance spirituelle. Et je pense qu'une grande part de la dépression de l'humanité vient de cela. Et on ne retrouve pas cette détresse dans les civilisations, les sociétés qui sont spirituelles, dans les communautés religieuses. Même dans notre pays, en France, les communautés
qui sont beaucoup plus religieuses que la communauté chrétienne, comme l'islam, le judaïsme, etc., le bouddhisme peut-être, sont peut-être, c'est mon point de vue, dans un meilleur état psychologique que la société chrétienne qui s'est euh, détachée, qui se détache de la religion. Nous aurons en effet fort à faire avec ces enfants si nous voulons tout expliquer à leur esprit simple. L'époque qui sera pour nous particulièrement difficile sera lorsque, à 20 ans, ils devront subir le premier examen, l'épreuve de ce qu'ils auront appris pendant leurs années d'éducation commune. Ce sera alors un triage sans pitié. Ce sera, pourrait-on dire, la grande élimination. Ça, c'est pas très gentil. Cette épreuve, parce que là, il y a la conscience que chacun a un rôle à jouer et dans cette humanité, un rôle majeur. Et ça va pour le simple d'esprit, comme pour la tête pensante, comme pour le meilleur guerrier. Et ça, c'est très important. C'est l'avantage que nous avons sur les Grecs, peut-être, de ces 2500 ans d'évolution. Elles nous permettent quand même d'être plus tolérants. Même si nous n'avons pas compris quelle est l'importance majeure, par exemple, du simple d'esprit, de ce que nous appelons les trisomiques, par exemple, pour une société humaine. Ils ont une importance majeure, ils sont très importants et on n'arrive même pas à en comprendre le sens. Et c'est ce qui nous rend vraiment des, des, des eugénistes pour l'Occident. Et ça, nous l'avons gagné, ça, sur les Grecs. Le fait que, voilà, il n'y a pas d'esclaves de nature, que l'esclavage, c'est, voilà, et que tous les hommes doivent se sentir égaux, etc. Cette épreuve ne consistera pas en un simple examen académique. Elle sera pratique autant que théorique. On fera passer les jeunes gens de l'épreuve de l'épouvante à celle de la volupté. Tout genre de talent aura chance de se produire. Aucune forme de sottise n'échappera. Ceux qui échoueront seront affectés à la classe inférieure. Ils seront commerçants, employés, ouvriers de fabrique et fermiers. L'examen sera impartial et impersonnel, ni privauté ni népotisme dans le choix qui décidera que tel doit être fermier, tel autre philosophe. La sélection sera plus démocratique que la démocratie. Alors voilà, c'est là où c'est pas très démocratique. Tout simplement en prenant mon expérience. Moi, MOITZ, comme disait mon maître principal dans la marine, je, je serais passé, j'aurais été relégué au rang de même pas marchand, même pas de quoi il parle, même pas fermier, euh, même pas voilà, peut-être employé quoi, hein, un truc comme ça. En fait, c'est ça a été le sort de mon existence, c'est-à-dire que j'aurais pas eu la possibilité d'exprimer ce potentiel qui était en moi et qui, pas à cause de maltraitance tout simplement, il faut le dire, dans mon enfance, a fait que je n'ai fait, je me suis, j'étais euh, trop affolé pour pouvoir faire des études, trop
souffrant pour pouvoir euh, apprendre un métier. Trop. Voilà, j'étais complètement décalé à 15, 16, 17. Voilà, j'avais pas de structure, aucune structure. Donc j'aurais été complètement relégué et on n'aurait sans doute pas détecté, et moi-même je n'aurais pas détecté, je n'aurais pas eu le moyen de d'exprimer cela. C'est parce que l'humanité a évolué jusqu'à maintenant, mais je pense qu'à l'époque déjà de Platon, celui qui venait même de la classe la plus du bas prolétariat comme moi, pouvait arriver à exprimer le meilleur de lui-même. C'est possible. Donc c'est plus une école d'excellence que recherche Platon là. C'est plus un ENA, voilà, ce genre de, ce genre de solution. Voilà. Euh, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci, à bientôt.